Envie de faire le Portugal en cyclotourisme? C'est ce que nous avons fait en mai 2022, tout en expérimentant une nouvelle façon de voyager en ultra léger, c'est-à-dire avec un vélo pliable et des bagages minimalistes. On vous invite donc à écouter notre histoire. Pourquoi le Portugal? Nous voulions suivre un parcours pensé pour le cyclotourisme. Et en Europe, les Eurovélos sont vraiment géniales. En tout, 19 parcours variant de 1000 à 11 000 km. Nous voulions une région assez chaude pour camper au mois de mai et avons choisi l'Eurovélo 1 au Portugal, qui suit la côte sur plus de 1000 km. Alors, c'est parti! La magie de l'ultra-léger se fait immédiatement sentir à notre départ de Québec. On prend n'importe quel taxi pour se rendre à l'aéroport. Et oui, nos 2 vélos et tous les bagages sont dans ces valises. On prend simplement un vol avec enregistrement de la valise rouge en bagage régulier et la petite valise en bagage de cabine. Cool! Arrivé à Lisbonne, on se rend à l'hôtel. En Europe, c'est souvent un problème de ranger sécuritairement nos vélos pour la nuit. Mais ici, on les monte dans la chambre. On vide les valises que nous laisserons pendant un mois à la consigne de l'hôtel. Prêt à partir? Ouf! Nous sommes à la fois excités de voir avec quelle facilité on peut tout transborder, mais aussi nerveux à savoir si le vélo pliable sera à la hauteur de nos attentes. Bon, nous sommes à Lisbonne et pédalerons la côte portugaise. Première question, pédalerons-nous du nord vers le sud ou le contraire? Nous avons décidé de commencer par le sud, à Faro, parce que la température y est présentement confortable, alors que ça risque d'être un peu trop chaud si on terminait notre voyage à la fin mai. On prend donc le train de Lisbonne à Faro. Lucie, c'est parti! Premier coup de pédale pour se diriger vers la gare de Lisbonne. Lucie ne se doute pas encore qu'en entrant à la gare, le contrôleur nous bloquera parce que notre train n'accepte pas de vélo. Un moment, por favor, que je lui dis en pliant le vélo. C'est alors qu'il capitule et avec son accord, on monte à bord avec finalement des bagages qui se rangent admirablement bien dans notre wagon. Rendu à Faro, c'est là que l'aventure à vélo commence vraiment. À quoi ressemblera une journée typique? On aime se lever très tôt, manger une banane, décamper et partir. Pourquoi si tôt? Parce que les gens dorment encore et on a les routes à nous tout seuls. Aussi, la lumière du matin est magique. Et on roule sur des routes vides, mais progressivement avec aussi un ventre vide. C'est là que l'appel des viennoiseries portugaises s'effectue. Vers les 9-10 heures, on cherche un café et sans problème, nous trouverons tous les jours, soit dans un charmant village ou sur un bord de mer. La tradition du café latte et du jus d'orange s'installe, mais aussi un nouveau concept, un dessert à chaque matin avec une tartelette pastel des nata. Une fois bien rassasié, on reprend l'Eurovélo 1 qui nous fait découvrir toutes sortes de sentiers qu'on n'aurait jamais trouvés sans la contribution des cyclistes locaux. Le temps se réchauffe, la faim revient, alors nous ferons quelques emplettes dans le prochain village et un pique-nique s'impose. Habituellement, on arrête de rouler en début d'après-midi. C'est donc l'occasion de penser au camping. Nous n'aimons pas réserver d'avance afin de rester libre d'arrêter où l'on veut à chaque jour en fonction de la température, notre fatigue, du potentiel de visite. En général, on trouve facilement un camping au Portugal et même que certains sont équipés comme des stations de villégiature. Le reste de la journée, c'est soit la farniente sur le bord de la piscine ou dans une crique tranquille sur le bord de la mer, soit des randonnées à pied dans les parcs ou l'exploration de la côte magnifique en bateau. Des visites de musées ou même de châteaux, ce ne sont pas les occasions qui manquent au Portugal.
Et finalement, un bon repas pour clore la journée dans un endroit magnifique. Quoi de mieux pour emmagasiner les calories du lendemain? Ce qui nous amène à parler de bouffe. Pendant des années, nous avons trimballé sur le vélo réchaud, carburant, gamelles, assiettes et ustensiles, et des provisions de nourriture pour 2 ou 3 jours. Mais plus maintenant. Nous avons seulement 2 bols, 2 tasses rétractables, ustensiles et l'indispensable couteau suisse. Pourquoi? D'une part, ça convient mieux au concept ultra léger, mais d'autre part, voyager, c'est aussi goûter à la nourriture locale, plutôt que de se cuisiner des repas de camping qui reviennent au même d'un voyage à l'autre. On visite l'épicerie tous les jours, pour les céréales et les pique-niques, mais les cafés et les restaurants font partie de notre menu. D'autant plus que pratiquement tous les campings visités ont un restaurant. L'Eurovélo 1 nous propose toutes sortes de types de chaussées. La majorité, environ 600 km, est en asphalte et de différents degrés de qualité. Un effort remarquable fut fait pour doter le Portugal en merveilleuses pistes cyclables, particulièrement entre Porto et Lisbonne, pour un peu moins de 200 km. Ah, et j'oubliais. Penses-tu, toi, qu'on peut considérer ces trottoirs de bois comme pistes cyclables? Et la balance, pour un peu plus de 200 km, est un mélange de toutes sortes de surfaces, nécessitant à notre avis l'usage d'un vélo adapté à la gravelle, avec au minimum un pneu de 32 mm. On commence donc à sautiller sur le pavé en ville, dans une bonne sélection de gravelle dans toutes les régions. Et parfois, un peu de sable nous forçant à marcher, tout comme dans un escalier d'ailleurs. Nul besoin de dire que nous étions soulagés et heureux de notre choix de vélo pliable, qui s'en sortit avec brio sur toutes ces chaussées, à condition d'en prendre soin bien sûr. Le relief. La côte du Portugal est accidentée. On doit donc s'attendre à monter de temps en temps. Le relief nous fera souffler quelque peu, en moyenne 470 mètres de dénivelé positif par jour. Notre vélo a seulement un plateau et surprenant. On ne marchera que dans les pentes asphaltées de plus de 16% ou celles en gravelle de plus de 12%. Parfois même en descendant. Autre difficulté, le vent de face. Après 500 km, nous voilà à Lisbonne, soit la moitié du voyage vers Porto. Et depuis peu, le vent de face domine. Un changement de cap s'impose. On monte donc dans le prochain train pour Porto avec nos super bagages pliables et légers et nous reviendrons vers Lisbonne, vent de dos. Et voilà. La ville. Lisbonne et Porto sont définitivement des villes où il vaut la peine de s'arrêter quelques jours. Il y a bien sûr des attractions touristiques à ne pas manquer, comme les châteaux, ou les collections incroyables de céramique dans les musées. Il y a aussi l'architecture et des églises surprenantes. Mais on adore flâner dans les rues et se faire surprendre par l'art de la rue à toute heure de la journée. Portons un toast à ces belles visites alors que nous quittons Porto. Le GPS. La sortie de Porto vers Lisbonne fut géniale. De belles pistes cyclables sur le bord de la mer, faciles à trouver. Mais ce n'est pas toujours aussi facile de suivre l'Eurovélo 1 parce que la signalisation est aléatoire, en fait la plupart du temps absente, et les intersections sont innombrables.
Nous conseillons fortement de télécharger préalablement les parcours en format GPX à partir du site d'Eurovélo 1 et de les utiliser sur un appareil électronique. Dans notre cas, notre choix s'est porté sur un Garmin dédié à la pratique du vélo. Mais attention, certains des segments proposés sont hasardeux. On validait chaque soir le tracé du lendemain pour des embûches potentielles et on se préparait des chemins alternatifs au cas où. Staying alive! À notre avis, les conducteurs portugais ne gagneront pas une médaille de civisme envers les cyclistes. À quelques reprises, ils nous ont frôlés dangereusement. Si bien que sur les routes sans accotement, on s'imposait au milieu de notre chaussée pour les forcer à ralentir. De toute façon, on n'oserait plus rouler sans nos lumières clignotantes, à l'avant et à l'arrière, visibles jusqu'à 2 km. Nous avons retenu les Bontrager Ion 200 RT pour leur taille microscopique et on les rechargeait seulement aux 2 jours. Mission accomplie! Retour triomphal à Lisbonne après 1000 km de vélo et 8000 mètres de dénivelé positif, complété en 17 jours de vélo. Nous avons été enchantés par les paysages, les gens, la nourriture, les visites et surtout notre équipement ultra léger qui a été au-delà de nos espérances. D'ailleurs, pour en savoir plus sur cet équipement, on vous invite à regarder La magie du cyclotourisme ultra léger sur freewheels.ca. Sur ce, bonne réflexion pour vos futurs voyages. Adios!